La question du mariage homosexuel, j'avoue que pour moi, elle ne se pose même pas. Parce que pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait un homme, une femme. Le mariage n'est pas précisément quelque chose de facile. C'est pas une facilité de l'existence à laquelle tout le monde aurait droit. Je dirais même que lorsqu'un homme et une femme se rencontrent pour fonder un foyer, une famille, avoir des enfants, aujourd'hui, dans la société individualiste dans laquelle on vit, il s'agit d'une véritable aventure. Le mot est de Peggy, vous savez, qui disait que les chefs de famille étaient les derniers aventuriers du monde moderne. Si c'est une aventure difficile aussi. Et il y a une blague qui dit bien ce qu'elle veut dire, je crois, et qui consiste à dire, au fond, finalement, le mariage, il n'y a plus que deux catégories de personnes qui le veulent, ce sont les homosexuels et les prêtres. C'est-à-dire tous ceux qui, a priori, n'y auraient pas droit, etc. Mais c'est vrai que je crois, enfin, et moi, pour marier moi-même en tant que prêtre, je crois que le mariage est une institution vénérable et qui n'est pas facile d'accès, surtout dans notre société, encore une fois, non seulement individualiste, mais permissive, jouissive, instantanéique, etc., etc. Et ceux qui veulent s'y engager, ils s'y engagent selon des lois qui sont les lois de la nature. Je crois que le mot est important et que certainement on y reviendra, qui sont des lois qui les dépassent, mais ils s'y engagent aussi avec une volonté ardente et la certitude que des problèmes viendront et seront difficiles à régler. Alors, pourquoi est-ce que les homosexuels aspirent à ce modèle auquel, naturellement, ils ne correspondent pas? Pour moi, honnêtement, c'est un mystère, mais vous pourrez peut-être m'éclairer. Écoutez, je crois que ce mariage est une institution fondamentale, et là-dessus, je crois que nous nous accordons. C'est une institution sociale ancienne, vénérable, qu'il faut protéger et promouvoir. C'est en fait un contrat qui implique des obligations, un contrat pour la vie, entre deux personnes adultes consentantes, quoique dans certaines cultures des mineurs se marient, mais on va dire qu'en Occident, deux personnes adultes consentantes qui veulent construire un projet de vie commun avec une descendance, pas systématique, mais en général, c'est pour avoir des enfants et des petits-enfants et une longue filiation. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de couples composés de personnes de même sexe, des couples homosexuels, vivent durablement ensemble, l'affichent socialement, c'est-à-dire que cette existence commune est une existence fondée sur des engagements et sur des devoirs mutuels, et qu'un certain nombre de ces homosexuels ont des enfants. Allez-y. Excusez-moi, mais je vous interromps, mais il y a le Pax pour ça. Je ne dis pas que je suis pour le Pax pour autant, mais enfin, pourquoi le mariage, encore une fois ? Alors, c'est là qu'on revient à cette idée que le mariage est une institution sociale. C'est une institution qui était d'ailleurs qui était religieuse et qui relevait de l'Église catholique avant la Révolution française, et on a dépouillé l'Église de cette institution, de ce sacrement, pour le laïciser de manière forcée et jacobine, et aujourd'hui le mariage se fait d'abord à la mairie, avant de se faire à l'Église cantonée catholique. Ce qui me paraît moins choquant, parce que je crois que le mariage est une institution sociale privée, et qu'on devrait pouvoir se marier à l'Église, ou à la synagogue, ou ailleurs, avant de passer en mairie. La mairie ne devrait être là que pour enregistrer un contrat religieux privé, éventuellement non religieux. Donc, la première chose, pour moi, c'est que le mariage n'est pas une institution administrative, bureaucratique, municipale. C'est une institution sociale, publique, c'est-à-dire privée finalement, qui est la chose de tous et chacun. Mais en quoi cette institution sociale, les homosexuels peuvent-ils y aspirer? Sinon éventuellement pour avoir des enfants, mais alors là, il faut quand même poser le problème des enfants de couples homosexuels, et en particulier de femmes homosexuelles. On conçoit que les femmes homosexuelles en particulier veuillent avoir des enfants, peut-être les hommes aussi. Mais enfin, pour faire un enfant équilibré, il faut un homme, une femme. Et il faut que ces enfants puissent, dans un couple tel que la nature l'a conçu,
trouver un exemple, un modèle. Vous savez ce que je dis d'ailleurs, ce que je dis est à la fois totalement réactionnaire, naturaliste et peut-être dépassé, mais ce que je dis, Freud le dit aussi à sa manière. Le complexe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est sinon l'idée que un petit garçon, il a besoin d'un père et d'une mère pour grandir. Alors je ne suis pas freudien personnellement, mais je crois qu'il y a vraiment une reconnaissance universelle de ce fait, et par conséquent, pour moi, la seule chose qui aurait pu éventuellement légitimer le mariage homosexuel, je dis aurait pu, c'est-à-dire je parle à l'irréel, c'est la descendance. Il n'y en a pas naturellement, et le fait d'en souhaiter ou d'en créer administrativement, et là en tant que libéral vous serez d'accord avec moi, on ne se crée pas une descendance administrative sans que les conditions minimales qui sont un homme et une femme pour que ces enfants puissent s'identifier eux-mêmes soient présents. Donc si cet homme et cette femme ne sont pas présents, je crois vraiment que c'est un danger que d'envisager la possibilité d'une union homosexuelle. Alors, je me permets d'appuyer sur le bouton. Moi, j'observe une évolution de la cellule familiale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette évolution, je ne juge pas, même si j'ai quand même une opinion. On observe une évolution de la famille vers des familles qui se recomposent beaucoup plus vite, qui se retrouvent dans des schémas monoparentaux. Et donc, ce qu'on appelait la famille autrefois traditionnelle, un homme et une femme pour la vie, aujourd'hui, ce sont des segments de vie, avec des divorces, avec des recompositions. Et donc, l'idéal familial qu'on peut imaginer a changé. Il me semble pas que ce soit un idéal. Il me semble pas qu'on doive parler d'idéal. C'est la réalité. Et encore une fois, c'est la réalité psychique, comme Freud le montre bien. Mais vous parlez de la famille. Elisabeth Roulinesco, une fois sur France Culture, était interrogée sur la question du mariage homosexuel. Et elle disait, en tant que psychanalyste, je ne peux pas admettre que des enfants puissent être issus d'unions homosexuelles, mais en tant que citoyenne, je dois le faire. Eh bien moi, cette morale citoyenne, elle me semble parfaitement artificielle. Et pour vous qui êtes libéral et faites profession de l'être, je crois que cette morale citoyenne ne correspond à rien non plus. Je ne parlais pas du mariage homoparental, je parlais d'abord du mariage de deux personnes de sexe opposé, le mariage que vous appelez traditionnel. Ce mariage-là, le schéma familial du mariage a évolué. Le mariage... Vous en parliez comme d'un idéal. Mais pour moi, ce n'est pas un idéal, c'est la réalité concrète. Alors, et bien évidemment, sur le plan naturel... Non, mais ce que j'appelle l'idéal, c'est l'absence de divorce et de recomposition. La recomposition familiale, les schémas familiaux variés, c'est un fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous appelez ça idéal. Les familles recomposées sont un fait, mais ces familles recomposées qui sont un fait n'impliquent pas que ce soit ni un bien pour personne, pour ceux qui se recomposent, pour les enfants qui sont issus de ces unions, et surtout... Je crois que ce n'est pas au nom de la dissolution pratique du modèle familial qu'il faut se dire, puisque le modèle familial est complètement dissous, puisque la famille, entre guillemets, normale, devient un idéal, à vous entendre, et non plus la réalité concrète avec des exceptions, eh bien, dans cette universelle dissolution, importons aussi le modèle du mariage homosexuel. Ça me semble absurde. Mais ce n'est pas mon idéal. Quand je parle d'idéal dans le schéma familial traditionnel, c'est-à-dire un homme et une femme qui se marient, qui toute la vie vivent ensemble, je suis désolé je vous interromps, c'est vrai que c'est pas très... Mais je suis désolé de vous parler... L'idéal, au sens kantien du terme, c'est quelque chose de parfait, d'extraordinaire, qui n'arrive jamais. C'est ça un idéal. Si nous disons aujourd'hui que la famille, avec un père, une mère et des enfants, même avec des accidents dans la vie, même parfois avec malheureusement des recompositions, est de l'ordre de l'idéal, alors je crois que nous marchons sur la tête. Mais il ne s'agit pas d'idéal. Moi, le mariage est une institution qui unit deux personnes. Vous dites, vous, de sexe opposé, je dis qu'à mon avis aujourd'hui,
la question des sexes opposés ne se pose de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de couples qui, dans la durée, veulent s'imposer les mêmes obligations que les couples de sexe opposé. Ce contrat, dans la durée, parfois arrive à rupture, parfois, heureusement, arrive à durer plus longtemps que ça. Mais en tout cas, ce contrat, il existe, il est là pour protéger et souder et officialiser et donner une existence sociale à deux personnes qui veulent faire un parcours de vie ensemble. Ce schéma-là, aujourd'hui, il couvre non plus seulement les familles hétérosexuelles, les familles que vous appelez traditionnelles, mais aussi les familles homosexuelles. Pourquoi les familles que j'appelle traditionnelles? Moi, je crois vraiment qu'il y a beaucoup plus qu'une tradition, même au sens de vos maîtres, Hayek, von Mises, etc., de vos maîtres libéraux. Il y a beaucoup plus qu'une tradition là-dedans. Il y a la nature, tout simplement. Et il me semble que cette nature, on la trouve telle qu'elle est. Elle peut nous plaire, ne pas nous plaire. Mais imaginez qu'un projet purement humain, qu'une volonté purement humaine puisse se substituer à la nature, c'est, je crois vraiment, construire la tour de Babel et s'exposer à voir tous ces beaux projets ou détruits, ou vains, ou ridicules. Enfin, en tout cas, tout cela ne marche pas concrètement. Moi, je me méfie beaucoup de ce qui est naturel ou pas. J'observe que la nature évolue avec le temps, qu'on voit des schémas naître et qui existent, donc qui sont réels, qui ne sont pas des schémas arbitraires, artificiels, qui sont des schémas de vie existants, et qu'il faut s'adapter aussi à des pratiques, à une vie sociale, à une pression sociale qui se développe. Aujourd'hui, j'observe qu'il y a de plus en plus de familles homosexuelles qui, de fait, vivent ensemble, s'imposent des contraintes et construisent un parcours de vie sur des décennies. On voit des personnes qui meurent en couple. Donc on a des veuves et des veufs qui ont été en couple homosexuel toute leur vie. Donc ces schémas familiaux, ils existent. Alors vous définissez ce qu'est un couple naturel au sens loi de la nature. Moi je suis très sceptique, je ne sais pas ce que c'est que la loi de la nature pour ce qui est d'une famille. Je sais ce que c'est pour se reproduire, il faut un homme et une femme. Là, toutes les familles ne se reproduisent pas. Toutes les familles ne se reproduisent pas forcément par les voies naturelles et par la manière naturelle dont on l'entend. Donc je crois que ce qu'on appelle naturel n'est pas forcément adapté à ce qu'est la famille aujourd'hui. Et que cette famille-là, par contre, c'est un engagement, encore une fois, de vie, de deux adultes qui vont se protéger mutuellement, vivre le meilleur et le pire, et puis tenter d'avoir une descendance. Et parfois ont déjà une descendance, et ce mariage assure une protection de la descendance de l'un ou de l'autre, parce que lorsque deux parents vivent ensemble pendant 20 ou 30 ans et voient grandir les enfants de l'un et de l'autre, il est naturel que l'enfant ait aussi des droits vis-à-vis du parent qui pendant 10, 15, 20 ans a été présent. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs dans cette institution du mariage, au sens social, pas au sens religieux, je vous l'accorde. Je crois que la religion est là aussi pour nous apporter des valeurs, des directions. Mais il y a aussi des directions qui ne sont pas religieuses et qu'il faut admettre. Et il y a une coexistence entre des schémas familiaux qui sont défendus par des institutions religieuses tout à fait légitimes, qui ne sont peut-être d'ailleurs aujourd'hui pas assez à mon sens, mais il y a aussi une place pour des personnes qui ne sont pas dans ce schéma religieux, qui sont dans un schéma de valeurs différent, mais qui construisent aussi un schéma de vie avec parfois des enfants. On a des dizaines de milliers de couples qui ont des enfants de fait, soit par un mariage antérieur, soit parce qu'ils ont adopté, soit parce que l'un des deux a procréé avec une aide assistée biologique ou naturelle. Ces familles-là, elles existent, il y a des enfants qui vont à l'école, qui ont des parents. Ces parents veulent officialiser leur engagement mutuel, veulent officialiser leur parentalité, et je ne vois pas d'inconvénient à légitimer ce contrat moral, ce contrat même pour la vie entre deux êtres humains. En tout cas, je ne vois pas pourquoi à ce sujet on parle de mariage. Vous n'avez toujours pas répondu, alors que j'ai posé la question dès le début de notre débat. Vous n'avez toujours pas répondu au problème que posent les enfants de couples homosexuels, au problème d'équilibre qu'ils vont rencontrer, au problème psychologique qui se posera certainement à eux. Et malgré tout, vous voulez légitimer le droit finalement au nom du fait. Mais légitimer le droit au nom du fait, c'est une démarche intellectuelle qui me semble extrêmement dangereuse. Au nom du fait, et pour entériner le fait, on peut justifier toutes sortes de choses. C'est bien le drame d'une certaine pensée allemande. Rassurez-vous, je ne veux pas pratiquer la réduction ad Hitlerum, mais enfin, je parle de Hegel par exemple, et
c'est vrai que malheureusement l'expérience nazie en Allemagne a été aussi cette idée d'une légitimation du fait, parce que la fascination du Führer était un fait, elle est devenue un droit. Je crois qu'il faut beaucoup se méfier lorsqu'on veut faire évoluer le fait vers le droit. Et il me semble qu'il faut admettre que nous vivons dans un ordre qui nous dépasse. Alors vous me dites, c'est religieux. Non, c'est pas religieux. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de religion. Aussi curieux que cela puisse paraître. C'est vous qui m'en parlez. Et c'est vrai que ma soutane vous pousse naturellement à m'en parler. Mais l'ordre naturel n'est pas forcément le même pour quelqu'un qui se place dans une optique religieuse avec des valeurs et un corpus de pensée, et quelqu'un qui n'est pas dans cette tradition religieuse et qui voit ce qui est naturel différemment. C'est vrai, mais en tout cas, si vous êtes donc de ce parti libéral, et en tant que libéral, vous devez admettre un ordre de la nature. C'est la seule excuse des libéraux. Absolument. C'est la main cachée qui dirige, comme dit Adam Smith. C'est que finalement, en laissant faire les volontés individuelles, on va retrouver un ordre. Eh bien, en matière économique, effectivement, on peut tenter de laisser faire. Ça fait quand même beaucoup de casse. Mais je crois qu'en matière morale, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que l'existence n'est pas neutre et que on peut justement, en canonisant le fait, en faisant du fait une loi, arriver à légitimer toutes sortes d'iniquités ou de situations absurdes. Et je pense vraiment pour ces enfants qui naîtraient éventuellement de mariages officiels que c'est une catastrophe. Par ailleurs, que deux personnes puissent s'entendre pour essayer d'avoir une solidarité mutuelle. Écoutez, ça s'appelle limiter les dégâts, ça s'appelle le moindre mal. C'est pas à moi en tant que prêtre à prêcher le moindre mal. Moi, je prêche le bien. Mais ça, je peux le comprendre. Mais que pour autant vous vouliez que ce modèle du mariage soit universel et ne comprenne aucune donnée naturelle, ça me paraît très difficile et très paradoxal pour un libéral. Alors, appuyez sur le bouton. Et Monsieur l'abbé a 6 minutes d'avance, donc Aurélien Véran, vous pouvez y aller. Voilà. Une précision, c'est que la position que je tiens là, c'est une position purement personnelle qui n'engage absolument pas l'institution, le parti politique que je préside et que j'anime. Nous avons des grands débats sur la question, et c'est vrai que c'est un sujet lourd. Et là où je vous rejoins, c'est que le droit coutumier, les traditions qui se forment et qui aboutissent à une sorte d'usage social, on joue pas avec ça comme on jouerait avec quelque chose de léger. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui nécessite une sorte, pas d'unanimité, mais de consensus social, et que ces choses-là émergent. Donc le sujet du mariage est un sujet très lourd, un sujet social essentiel, parce que c'est le cœur de la famille. Et donc je ne suis pas là pour jouer avec le concept du mariage et pour le balancer à tout vent. Je crois que la réflexion, elle est lourde. Concernant les enfants de couples homosexuels, enfants donc d'un mariage hétérosexuel dont l'un des parents est homosexuel et se remet en couple avec un partenaire de même sexe, ou un couple qui a adopté ou procréé de manière aidée et accompagnée, ces enfants-là vont vivre socialement des difficultés au départ, c'est évident. Quand j'étais petit, les enfants de divorcés avaient des difficultés à l'école, parce que tout le monde se moquait d'eux, c'était des enfants qui étaient destinés à être la risée de tout le monde. Aujourd'hui, dans la cour de récréation, il y a quasiment un enfant sur deux qui est enfant de divorcé. Bon, donc les choses ont évolué dans les mentalités. Je crois que des enfants d'homosexuels, dans quelques décennies, peut-être, donc ça va être long, ça va être relativement banalisé. La question du rapport entre les parents et du schéma une mère et un père et l'enfant, il y a certainement des grands psychiatres, des grands psychanalystes, des grands spécialistes de l'enfance qui vont être d'accord avec vous et dire qu'un enfant qui n'a pas ces deux référents va être très handicapé. On pourrait trouver des défenseurs disant qu'un enfant s'adapte à une situation qui n'est pas toujours celle qu'on imagine, c'est-à-dire un père et une mère. Non seulement il ne les a pas, mais il a le contraire. Et puis j'observe beaucoup de configurations familiales traditionnelles,
un père, une mère, un enfant, et l'enfant c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a pas de discipline, parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce que l'école fait un gros travail de sape. Et puis des familles recomposées ou monoparentales où l'enfant est tout à fait heureux parce que le parent ou les parents qui sont là sont très aimants, sont très proches, savent être rigoureux et que l'école fait aussi son boulot. Souvent c'est des écoles privées, d'ailleurs catholiques. Donc je ne crois pas trop à la fatalité, à cette espèce de prédéterminisme que seul le schéma originel, un père et une mère d'origine, serait idéal pour l'enfant. Et je crois que les enfants, l'humanité s'adapte à beaucoup de configurations différentes, donc je ne suis pas très inquiet sur cette question-là. Et encore une fois, le débat entre scientifiques, psychanalystes et psychiatres est assez varié des deux camps, donc lequel a raison. Comme de toute façon, les couples ne nous ont pas attendus, ni vous ni moi, pour engager une relation de couple et avoir des enfants, on va vite observer ce qui se passe, puisque ça fait déjà plusieurs années que ces couples se multiplient et existent. Ils ne seront jamais très nombreux, puisque l'homosexualité reste marginale dans la société où que ce soit, mais en tout cas, les schémas, les configurations homosexuelles vont exister et s'officialiser. On voit déjà des cérémonies avoir lieu, parce que ces gens-là ont envie d'officialiser leur engagement, donc il y aura de plus en plus de cérémonies, finalement de légalisation par les faits de situations. Alors comme vous dites, là, on ne traduit pas en droit des coutumes et des usages, mais lorsque les usages deviennent de plus en plus banals et que la société les reconnaît, et aujourd'hui 2 Français sur 3 sont à peu près ouverts à l'idée que des homosexuels se marient, je pense que le droit social, le droit coutumier va s'adapter et va l'accepter. Mais encore une fois, c'est un sujet grave, qui n'est pas léger, qu'il faut prendre avec un cadre. Et lorsqu'on s'engage, on ne s'engage pas à la légère. C'est pas pour 2 ans après changer de vent. Et c'est vrai que là, on revient dans la question des droits et des devoirs d'une institution comme le mariage. Est-ce que c'est à l'État de le fixer, ou est-ce que c'est un contrat civil finalement, social, non bureaucratique de le faire? La question, en tout cas, elle existe et elle se pose toujours, que on soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, comme aujourd'hui on voit de plus en plus apparaître. Je vous remercie de revenir sur cette question du mariage. Est-ce que c'est à l'État de le fixer? Parce que c'est comme ça que vous avez commencé. Absolument. Et je n'ai pas eu le temps de vous répondre sur ce point, alors que, d'une certaine façon, je suis assez d'accord avec vous. Ça ne peut pas être en soi à l'État de s'occuper du mariage. Le principe de subsidiarité, avec lequel vous êtes certainement d'accord, Absolument. et qui est dans la doctrine sociale de l'Église depuis Pie XI au moins, donc depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, nous explique bien que quand il y a un corps, partout où il peut faire ce qu'il a à faire, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'ingérence du corps ou de la société plus importante qui est au-dessus de lui, pour lui faire ce qu'il fait déjà très bien tout seul. À cet égard, vous avez raison de dire que le mariage ne doit pas être géré par l'État, et que si l'État le fait, c'est au nom d'une suppléance qui me paraît indue, et indûment sacralisante. Et c'est sans doute, d'ailleurs, cette caricature du mariage à la mairie qui engendre cette autre caricature qui est le mariage homosexuel. Mais, cela dit, le mariage n'est pas uniquement quelque chose qui engagerait la volonté personnelle de l'un et de l'autre, des 2 membres du couple. Je crois que, au contraire, dans le mariage, il y a toujours quelque chose qui dépasse le couple qui s'engage. Et au fond, moi, ce que je défends, c'est ce quelque chose qui dépasse. C'est ce que j'appelle l'ordre naturel, parce que je parle à un libéral qui me paraît capable d'entendre ce langage, et si je parlais à d'autres, je dirais tout simplement qu'il y a, avec l'ordre naturel, un ordre surnaturel. Au commencement, Dieu créa l'homme, homme et femme, un homme pour une femme, c'est le livre de la Genèse, et il y a aussi donc une vocation surnaturelle. Il y a cet ordre naturel, il y a cette vocation surnaturelle de l'homme et de la femme à croître et se multiplier, le mot est toujours dans la Genèse, et à le faire dans le cadre d'une famille, parce que il suffit pas de s'accoupler et de porter des fruits pour que les petits hommes soient opérationnels. Il faut une famille, il faut une structure, il faut un cadre, et ce cadre a toujours été dans toutes les civilisations, d'ailleurs, pas seulement dans la civilisation chrétienne, donc c'est pour ça que je fais appel à ce concept de nature, hein. Je ne connais pas de civilisation
qui n'ait pas, d'une manière ou d'une autre, canonisé le mariage. Canonisé au sens grec du terme canon, règle, voilà, qui n'ait pas fait du mariage une règle. Même le mariage polygame dans les sociétés africaines coutumières est un mariage extrêmement régulé. Alors bon, je ne suis pas polygame, et je ne suis pas pour la polygamie, rassurez-vous, mais on observe que le mariage, c'est forcément une règle qui dépasse les individus. Et si vous appelez mariage quelque chose qui ne l'est pas, et donnez droit aux contractants à avoir une descendance, laissant penser qu'un projet humain puisse se substituer à cet ordre transcendant, qu'on peut appeler naturel, qu'on peut appeler religieux, comme vous voulez, je pense que, d'une manière ou d'une autre, on est dans l'imposture. Pareil, 5 minutes d'avance. Donc, Mais encore une fois... Et je suis le premier à parler. Justement. Oui, on est dans le bon rythme. On est dans le bon rythme. Encore une fois, les couples homosexuels avec des enfants n'ont pas attendu que le mariage soit reconnu ou non pour avoir des enfants et exister dans une configuration familiale. Donc l'engagement de l'un envers l'autre et avec des enfants, ça existe. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ces gens-là officialisent par des cérémonies leur engagement, certains périclitent, certains durent, et ces enfants vont grandir, et donc beaucoup d'entre eux seront hétérosexuels d'ailleurs, et donc on va avoir des questions J'espère pour l'avenir de intéressantes. l'humanité, mais bon... Si les parents... c'est toujours le problème de la norme qui se pose, malgré tout. Les homos ont bien eu des parents hétéros, et les homos qui ont des enfants auront bien des enfants hétéros. Donc je crois que l'homosexualité est un segment dans la vie et dans l'humanité qui n'est pas très ni gênant, ni embarrassant, ni favorisant. Enfin, pour moi, c'est assez neutre. Encore une fois, si des femmes homosexuelles ou des hommes récupèrent des enfants d'autres familles, ou leurs enfants d'un mariage hétérosexuel, c'est bien qu'ils ont des enfants, ces homosexuels. Donc je ne suis pas très inquiet pour l'humanité, et en plus, les proportions historiquement sont toujours assez marginales. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui existent de fait, qui ont des enfants de fait, ou même qui n'en ont pas, mais qui officialisent leur engagement, et qui, eux, appellent ça mariage. Alors on peut dire, effectivement, l'État français dit aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas le mariage de ces gens-là, c'est une blague. Dans 7 pays européens, dont 5 dans l'Union européenne, on reconnaît administrativement le mariage. D'ailleurs, dans ces pays-là, le mariage est reconnu par l'État. On se marie, et ensuite l'État reconnaît le mariage. C'est pas l'État qui vous marie, et ensuite on laisse les miettes aux institutions qui, évidemment, délitent leur représentativité, leur poids et leur organisation de la vie sociale. Mais en tout cas, dans ces pays, on dit voilà, vous avez été marié, vous vous êtes engagé, on reconnaît ce mariage. En France, l'État refuse. Mais vraiment, ces gens-là qui vivent en famille, qui s'engagent, qui se créent un patrimoine commun, parce qu'ils achètent un appartement, une maison, parfois un commerce, ont des engagements mutuels et s'engagent pour la vie, et qu'ils se déclarent, eux, mariés, je vois difficilement au nom de quoi on pourrait leur refuser cette officialisation et cette terminologie mariage. Alors comme vous disiez, le mariage est une institution qui a toujours été formalisée, sinon sacralisée dans les sociétés diverses et variées. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, avec l'urbanisation, avec l'évolution des mœurs, des catégories sociales et de la mondialisation en quelque sorte, on voit des coutumes, des usages, des traditions qui évoluent vite, qui s'enrichissent. Certaines sont certainement délitent la vie sociale, mais d'autres au contraire la renforcent d'une manière inattendue. Et je ne crois pas qu'il faille lutter contre une institution qui s'organise avec ou contre votre accord. Et donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites de ces couples qui veulent officialiser, qui se déclarent mariés aujourd'hui? Alors c'est effectivement une question importante, et je vous remercie de la poser aussi directement. Moi, il y a deux choses. Il y a effectivement la règle et il y a les faits. Dans les faits, on essaye toujours de se débrouiller au mieux et malheureusement, on est souvent dans le moindre mal. Bon. Dans le droit, ce qui est proclamé comme droit, surtout dans une institution aussi sensible pour l'avenir d'une société que le mariage, je crois qu'on ne peut proclamer ce droit qu'en fonction d'un ordre qui nous dépasse. Et je connais personnellement, je connais beaucoup d'homosexuels qui sont d'ailleurs parfois des paroissiens tout à fait zélés et convaincus et qui ont une foi profonde, qui, en vous écoutant, auraient horreur
de cette idée que une situation de fait dans laquelle ils se seraient trouvés doivent être érigées en un droit universel. Le problème, c'est de ne pas faire de situations particulières des lieux de droit universel. Moi, il me semble que ça n'est pas possible. De même qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, de la même façon, la loi n'est jamais privée, la loi n'est jamais particulière. La loi ne peut jamais être faite pour un petit nombre d'exceptions qui sont exceptionnelles à vous entendre, et je veux bien croire, et je suis heureux de cette exceptionnalité. Mais je ne vois pas pourquoi cette exceptionnalité voudrait rentrer dans le cadre d'une loi. Et cela m'étonne que vous, qui êtes libéral, vous vouliez mettre la loi jusque dans ces cas particuliers. En fait, moi, en tant que libéral, le mariage, encore une fois, et je le répète, c'est une institution absolument privée qui devrait être déconnectée de la bureaucratie actuelle. C'est-à-dire qu'on se marie à l'église ou à la synagogue, où on l'entend, et ce mariage est reconnu ou non par l'État français avec des conséquences fiscales, patrimoniales, mais le mariage reste une institution, selon moi, privée, et je suis extrêmement opposé à la situation française. Donc, en tant que libéral, je suis plutôt combattant et combatif envers l'appropriation que l'État a faite de l'institution du mariage, avec les conséquences que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il en a fait une blague, et que quand on va devant un conseiller municipal avec son truc tricolore, c'est pas ça qui va figer, qui va traduire dans le marbre, qui va graver dans le marbre un engagement l'un pour l'autre. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il faut changer de paradigme et accepter que le mariage est une institution qui n'est pas bureaucratique, qui est une institution sacrée, même pour un laïc que je suis, une nation sacrée, qui doit être le fait soit de religion, d'une religion en tout cas qui a toujours construit et travaillé à cette institution, ou alors pour ceux qui ne sont pas pratiquants, quelque chose de très sérieux, de très lourd, de très engageant et de très obligeant. On a des obligations très lourdes. On est tout à fait d'accord. Donc à partir de ce schéma du mariage, chose privée, qui ne veut pas dire chose des minorités, ça veut dire une chose publique, mais qui n'est pas bureaucratique. Tout ce qui est public n'est pas le fait de l'État. Et pourquoi voulez-vous y mettre une loi supplémentaire alors ? Je serais très heureux qu'il n'y ait pas de loi supplémentaire. Ah mais voilà ! Si le mariage était chose privée, c'est-à-dire publique mais non étatique, il n'y aurait pas besoin de loi. Le couple. Oui, mais alors là, vous êtes pris un peu à votre propre logique, d'une certaine façon. Alors, effectivement, parce que sous cet angle, dans la situation française... Vous légiférez là où... Dans la situation française, ma priorité numéro 1 serait de sortir le mariage du giron étatique, et que l'État ne fasse que reconnaître le mariage. Et moi, ma deuxième priorité... Et ma deuxième priorité, qui est dans la situation actuelle, à défaut d'avoir un mariage institution privée, d'ouvrir ce mariage aux personnes majeures consentantes. Et c'est là que nous arrivons à ce clivage. Mais je crois que le mariage est une institution qui dépasse très largement l'État, et que aujourd'hui, de fait, des individus de même sexe extrêmement sérieux dans leur engagement, extrêmement engagés, et qui sont tout à fait responsables de ces obligations créées par le lien mutuel, se considèrent mariés, parfois vont à l'étranger pour consacrer leur mariage devant une autorité parfois religieuse, parce qu'il y a même dans la religion catholique des prêtres qui, à l'étranger... mais pourquoi parler de mariage ? J'allais dire, pourquoi diable parler de mariage ? Alors que, bon, il peut y avoir des engagements, ça, c'est évident. Parce que l'homosexualité a évolué. L'homosexualité aujourd'hui s'affiche, s'officialise. Elle s'affiche comme telle. Elle s'affiche pas forcément... non, mais derrière... Pour avoir une descendance et rentrer dans un schéma bourgeois. Encore une fois, l'idée du mariage n'est pas aussi... Je vous ai donné un peu de mon temps. Hein. Vous voyez, je suis généreux, mais j'ai très intéressant de vous écouter, alors je suis très content de vous offrir de mon temps. Mais vous êtes libéral, et là, vous voyez, je le fais aussi pour vous. Non, je crois quand même que il faut reconnaître au mariage une dimension qui dépasse les individus, qui dépasse le simple contrat. Votre démarche, c'est de dire, le mariage est un contrat, tout contrat est un mariage. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'un contrat. Si ça n'était qu'un contrat, mon Dieu, mais
Le pacte Quel suffirait. Bon, effectivement, si ce n'est qu'un contrat, allons devant un C'est ce que je notaire vous ai dit tout ou à allons l'heure. au pacte devant un tribunal. Alors c'est affreux d'aller. Le pacte, c'est quand même d'aller à un tribunal et de faire enregistrer par le greffier du tribunal un contrat civil. On est Alors très loin. pourquoi récupérer une symbolique et une signification et une dimension qui n'est pas sienne dans le soi-disant mariage homosexuel? Le mariage a une dimension sociale évidente. Beaucoup de couples se marient, vont même parfois à l'église sans être forcément très pratiquants et très engagés, ce qui est d'ailleurs un vrai problème de cohérence et de cohésion. Mais en tout cas, le mariage est une institution qui est universelle et qui est lourde de conséquences parce que, comme vous disiez, il y a quelque chose de divin. Même pour quelqu'un, Je crois. même quelqu'un qui serait athée accepterait l'idée qu'il y a quelque chose de divin, de surnaturel dans le mariage. Donc c'est plus qu'un contrat, c'est un engagement moral pour la vie. Qu'on aille à l'église ou non, on sait que c'est pour la vie. Après, évidemment, il y a des déconvenues malheureuses et des échecs malheureux. Mais en tout cas, tout le monde, au moment de l'engagement du mariage, accepte l'idée que c'est quelque chose de presque surnaturel. Et alors Donc pourquoi là-dessus, je récupérer vous suis. ce surnaturel pour Mais je quelque veux- chose qui Moi, je ne suis- l'est pas, qui n'est pas dans cet ordre-là? Il ne faut pas me demander à moi pourquoi des couples veulent se marier et quand ils sont homosexuels, je ne suis pas homosexuel. Donc je ne me mets pas dans leur peau. Ce que j'observe, c'est que ces gens-là, ces couples homosexuels, veulent eux aussi avoir dans leur engagement pour la vie. Et je connais plusieurs couples, plusieurs veufs qui ont vécu pendant 30 ans en couple homosexuel. Et le survivant, le veuf ou la veuve, c'est plutôt des veufs en l'occurrence, est aussi choqué, a été aussi choqué au moment du décès de son conjoint et aussi profondément meurtri C'est ça, aujourd'hui. qu'il puisse y avoir une affection Ça veut entre dire des que cette personnes, affection, c'est évident. cette affection, elle est au-delà que juste une relation de vie courante. On est dans une relation Mais elle n'est pas affective. pour autant un mariage. Non, elle mais cette elle union- peut être une rencontre, et vous voyez, en tant que cette union chrétien, a je elle peux... aussi, cette union a elle aussi quelque chose de presque surnaturel. Mais alors c'est là Parce que où... C'est là ils où... se suivent au-delà de la mort. Au-delà de la mort, cet engagement continue, dure. Ces gens-là, ils ont été ensemble pour la vie, et lorsque l'un des deux se sépare et rejoint l'autre monde, Mais l'autre, finalement, sait qu'il va le rejoindre aussi. Toutes Donc, je nos crois que- rencontres sont au-delà de la mort. Toutes nos vraies rencontres. Je vais vous demander donc payer son bouton et vous aurez 3 minutes chacun pour conclure. maintenant. Oui, parce que là, C'est il faut vraiment y aller. Donc 3 minutes chacun, je vous en prie. monsieur Une Labbé. minute, si vous voulez bien, parce qu'on Oui. a bien discuté, non? Oui, oui. Une minute, oui. Très bien. Bah, écoutez, Oui. allez-y. Écoutez, moi je crois que cette discussion a été passionnante parce qu'elle a permis de bien établir les enjeux, qu'elle a eu lieu dans une atmosphère très, très détendue et sympathique. Et je crois que les questions qui sont posées pourront rester. Quelle est cette symbolique du mariage dont le soi-disant mariage homosexuel veut se prévaloir, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qui dépasse tellement les contractants dans le mariage? Et là-dessus, sur cette deuxième question, je crois que nous avons trouvé quand même, vous et moi, beaucoup de points d'accord. Écoutez, moi, j'observe juste que les sociétés dans le monde entier évoluent très vite, qu'aujourd'hui des configurations de famille évoluent et que des êtres humains de même sexe veulent, et d'ailleurs dans les faits s'engagent pour la vie, ont des enfants. Cet engagement, ils l'officialisent, ça a une dimension sociale, ils veulent que ça se sache, ils en sont fiers, et ils savent que ça va au-delà de la mort, que c'est une union qui est pas seulement charnelle et d'amour, mais aussi une union qui transcende la mort et qui va au-delà, et que l'institution du mariage aujourd'hui doit, en tout cas eux s'inscrivant dans cette institution du mariage dans beaucoup de pays autour de nous, et même en France en trichant un peu avec la loi, puisque le mariage relève de la loi, je crois utile que le mariage, l'institution du mariage, qui encore une fois ne relève pas de l'État mais de la société civile, intègre ces nouveaux couples qui sont des couples qui sont là, devant nous, et qu'il faut qu'on admette. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Thank you.